Merci d'être là ce matin, de vous être levé tôt, parce que généralement le matin, on a le droit de prendre la grosse journée, surtout le dimanche. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien étroit entre l'émotion et l'alimentation. C'est ce que je traite dans mon cabinet au niveau des gens qui ont du surpoids, qui sont en obésité, des gens qui n'arrivent pas à perdre du poids malgré les nombreux régimes, les choses qu'ils mettent en place. Ce poids finalement qui nous encombre. Alors, je vois qu'il y a autant d'hommes que de femmes aujourd'hui, mais voilà, ce poids qui nous gêne, en fait, il est essentiellement un problème féminin. Donc dans mon cabinet, j'ai quand même 98% de femmes qui viennent pour perdre du poids. C'est beaucoup. Alors on va commencer, je vais juste vous expliquer un petit peu les liens importants qu'on découvre en fait sur ce problème de déséquilibre au niveau de l'alimentation qui va créer en fait un surpoids. Et puis pourquoi on ne s'en débarrasse pas facilement quand il est lié à l'émotion. Alors au niveau de l'adolescence, déjà c'est une première chose importante. Ce corps qui se modifie. Quand on est un enfant, un bébé, la graisse en fait est partout dans le corps. Elle est tout à fait homogène. Et on trouve un bébé très mignon quand il est potelé. Ça c'est super. Voilà, on trouve que vraiment il est adorable, on lui fait des bisous, on se sent attiré par lui. Et puis à l'adolescence, tout change. La graisse, en fait, a tendance à se positionner sur le ventre, sur les fesses, sur les cuisses, la partie au niveau des seins, de la paroi abdominale. Et à ce moment-là, l'adolescent, et plus souvent, bien sûr, l'adolescente, ne voit plus son corps comme une globalité, mais plutôt sur une fixation de certaines parties de son corps, notamment sur la paroi abdominale, sur les fesses, sur le ventre. Et l'adolescent a vraiment une vision très morcelée de son corps. Et à ce moment-là, on entend beaucoup de jeunes filles qui disent « je suis moche, je ne peux plus plaire, parce que telle ou telle partie de mon corps ne me convient pas ». Et à ce moment-là, il y a énormément de fixation sur une partie précise du corps. À cet âge-là également, il y a quelque chose qui se dissocie dans l'adolescence, surtout au niveau des jeunes filles, qui jusqu'à l'âge de 11 ans, en fait, avaient un regard très positif de la part de leur papa. Donc là, on est sur un lien fille-père. Et puis, tu es belle, tu es ma petite fille adorée, viens dans mes bras. Et puis, à l'adolescence, il y a une cassure à ce moment-là. Le père prend une distance. Et la petite fille, à ce moment-là, est dans une culpabilité. Si je n'ai plus ce regard du premier référent masculin, c'est peut-être parce que je ne me plais plus. Et en même temps, à ce moment-là, on découvre qu'on peut effectivement plaire. Donc tout ça, c'est un tsunami. Et l'adolescente, si elle ne gère pas ce passage-là, effectivement, il va y avoir un début de troubles alimentaires. Donc dans mon cabinet, j'ai aussi beaucoup d'adolescentes, mais également il y a un diktat de la mode dans les années du collège. Et là, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Il y a des modes adhérentes. En ce moment, j'ai beaucoup d'adolescentes qui viennent pour me demander de maigrir. Surtout, il faut que, à la réunion des deux jambes en haut, on puisse passer un bras. Il faut qu'il y ait 4 cm de vide, en fait, en haut de ces deux jambes. Alors, elles se mesurent, elles passent, en fait, le bras pour bien voir que les jambes ne se touchent pas. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce qu'elles viennent même avec des magazines en disant « je veux ressembler ». Vous savez, quand on va chez les coiffeurs, parfois on dit « voilà, je voudrais cette coupe ». Eh bien, elles arrivent souvent avec une photo en disant « voilà, moi, telle actrice ou tel mannequin, je veux être comme ça ». Avec une vision complètement décalée de leur corps, de leur morphologie, de leur squelette même. Donc ça, c'est vraiment très, très compliqué. Elles sont très en souffrance aussi, parce que dans ces années collège, il y a énormément de moqueries, de harcèlement, même quand on n'est pas fabriqué, pareil que tout le monde.
Alors, quand on se moque de nous parce qu'on n'a pas le bon blouson ou le bon jean, on peut acheter le bon blouson et le bon jean pour passer, mais malheureusement, le bon corps, ça n'existe pas. Donc ça, c'est déjà une première chose que je perçois et que je vois dans mon cabinet. Ensuite, j'ai pratiquement pas besoin du micro en fait. Vous m'entendez? Alors ensuite, on a le milieu familial, et là on va plus, donc on sort un peu de l'adolescence, mais on va être sur un système familial qui est dans l'exigence. Et là, on va demander beaucoup aux jeunes femmes, aux jeunes filles, d'avoir une certaine conduite en fait. Tu dois t'habiller comme ça, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, une espèce de perfectionnisme. Et on se rend très vite compte que même une petite fille, dans son alimentation, on va lui demander de ne pas trop manger. Alors ça, c'est impressionnant, à l'âge de 5-6 ans, moi j'ai des patientes qui me disent, voilà, entre mon garçon et ma fille, je commence déjà avec ma petite fille à lui dire, attention à ton goûter, mange pas trop de chocolat, mange pas trop de pain, alors que son frère, au contraire, on est plutôt open sur l'alimentation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent. Donc finalement, déjà cette petite fille, on lui demande d'avoir une alimentation qui est exigeante. Donc cette image de la perfection, elle est vraiment frappante. Et la perfection, surtout dans les systèmes familiaux, c'est quelque chose qui se répercute énormément dans l'âge adulte. Parfois, pour garder aussi une image irréprochable, on va avoir tendance à se cacher pour manger, puisque finalement l'alimentation c'est quelque chose de naturel. Et là commence le trouble alimentaire qui s'apparente à de l'hyperphagie, de la boulimie. Et ce système de se cacher pour se manger, c'est quelque chose qui perdure vraiment aussi dans l'âge adulte. Et on voit vraiment que les phases de boulimie, d'hyperphagie, de prendre de la nourriture en grande quantité et rapidement, il y a souvent des femmes qui se cachent pour le faire. Et ça c'est quelque chose qui remonte vraiment à l'âge du jeune adulte et de l'adolescence. L'hyperphagie, c'est on prend une grande quantité de nourriture en un moment très court. C'est pas de la boulimie. Voilà, c'est vraiment une hyperphagie, c'est sur un temps très court, prendre une alimentation en grande quantité. Le deuxième danger, c'est le « il faut » et le « je dois ». Donc là, on rentre dans la partie régime. Toutes les personnes qui ont fait un régime ont perdu du poids et puis ont repris du poids. Alors peut-être pas dans la... ils ont par exemple perdu 10 kilos, ils ont peut-être repris 5-6 kilos, mais parfois beaucoup plus. Et là, en fait, on rentre dans quelque chose qui s'apparente à un hyper-contrôle. Et finalement, plus je contrôle mon alimentation, et plus je perds le contrôle de mon alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose de naturel. Et à ce moment-là, quand on rentre dans un régime, on a « il faut manger ça »,« je dois manger ça »,« je ne dois pas manger ça »,« il ne faut pas manger ça ». Et j'arrive sur quelque chose d'aberrant, et là on rentre dans un dysfonctionnement important. C'est-à-dire qu'on arrive même à perdre ce phénomène de satiété. Quand on mange, déjà même le phénomène de satiété se fait avant même de prendre de la nourriture. Il se fait en regardant même une assiette. Le cerveau va voir cette quantité, il va déjà préparer ce phénomène de satiété. Or là, avec des régimes à répétition, la satiété n'existe pratiquement plus. Alors quand on arrête un régime, à ce moment-là, on a été tellement dans des frustrations importantes de quantité d'aliments que tout est complètement déréglé. Mais c'est très impressionnant de voir que finalement, au bout de 3, 4, 5, 6 régimes, le corps ne répond plus à ces fameux régimes. Le « il faut », le « je dois », quand je prends le contrôle de l'alimentation, finalement, je perds le contrôle de l'alimentation. Donc, au cabinet, ce qu'on va faire, c'est tout de suite plus parler du mot régime. Le mot régime, c'est un gros mot. On va parler plutôt d'habitude alimentaire et puis surtout de reprendre confiance dans son corps, même s'il a des kilos en plus.
Surtout que dans les régimes, il y a vraiment des choses aberrantes. Hein. Je pense notamment aux régimes hyperprotéinés qui font effectivement perdre du poids, mais surtout de la masse musculaire. C'est des régimes qui sont aberrants. Vous avez des régimes également où pendant une semaine, on ne mange plus qu'un seul aliment, où on enlève totalement justement les petites crises de boulimie. Et moi, j'ai tendance à dire, ces crises de boulimie, elles sont liées à des émotions. Quand on rentre du travail, qu'on est fatigué, ou que dans la journée, et souvent en fin de journée, on se pose parce qu'on a justement besoin à un moment donné de ralentir le rythme. C'est souvent à ce moment-là qu'on a faim, qu'on a des petites boulimies qui arrivent, et je pars du principe qu'elles correspondent à une émotion. On a tout simplement besoin de se poser. Alors dans les régimes, on vous dira, c'est terminé, plus de boulimie, vous les enlevez. Je me dis, si, on va les mettre. On va même mettre des choses super bonnes à l'intérieur. Elles font partie d'une émotion. On ne peut pas gommer cette émotion. Donc moi, j'ai plutôt tendance à dire, si, à 4h, 5h ou 6h, faisons un petit goûter. Alors ensuite, il y a aussi cette image de la femme. Et ça, c'est un gros problème. C'est un des principaux problèmes. Cette image de la femme qui nous est proposée. La femme doit être mince, en tout cas ce qu'on voit dans les journaux, dans les films, c'est impressionnant, même si de plus en plus on voit des corps un petit peu plus ronds, c'est vraiment pour se donner bonne conscience, mais tout est retouché. C'est impressionnant de voir une adolescente qui vient et qui dit « je voudrais ressembler à ça ». Comment lui faire comprendre que cette image finalement c'est une image déformée, ce n'est pas une image de réalité, et finalement on se rend compte que les femmes sont très inquiètes de cette image, parce qu'elles ont leur propre regard sur elles, qui est déformé par cette imagerie de la publicité des films, mais également le regard que l'on pose sur elles. Alors la femme moderne, je vais vous énumérer des choses, ce qu'on doit être, ce qu'on nous demande. On doit être indépendante, c'est important. On doit être forte, on doit être sensible et être à l'écoute des autres. On doit être séduisante, on doit être active, on doit être une bonne maman, on doit être au centre du lien familial, on doit être mince, manger des produits allégés, on doit être naturel, manger des produits sains. On doit faire attention, avoir un équilibre. On doit être aussi maîtresse de nos affects. C'est pour ça que souvent on se cache pour manger. Parce que finalement on se culpabilise, alors on va un petit peu faire ça en dehors des regards. On doit être maîtresse de son corps, maîtresse de son image. Et finalement, ici, tout est interdit. Enfin, tout est normatif. Alors on se permet des petits craquages, ce qu'on appelle des petits craquages. Et puis finalement, toutes ces frustrations entraînent une anesthésie des émotions. Et on sait quand on mange beaucoup de sucre ou quand on mange en hyperphagie, eh bien on anesthésie. Vraiment, cette hyperphagie, elle fait une courbe. C'est une boulimie, c'est une envie de nourriture qui a un début, un milieu et une fin. Et quand on est sur cette vague en haut, on ne peut pas faire autrement. Et on a tous vécu ça, de se dire non, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, puis à force de il faut pas, et bien finalement je finis par craquer et à prendre une nourriture en grande quantité. Et souvent je le fais un petit peu en cachette. Donc tout ça aussi, c'est vraiment mis en évidence lors des consultations. Le regard de l'autre, c'est un regard qui est important. Finalement, si on était tout seul sur une île déserte, ce ne serait pas grave de prendre des kilos en plus, il n'y aurait pas le regard de l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez de ce regard sur les femmes, en tout cas de un petit peu de cette dictature? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne en vous? Hein? C'est important. On a ce regard sur nous, mais on a aussi le regard de l'autre et on s'impose parfois des choses. Et en même temps, parfois, moi je reçois des couples avec des femmes qui sont dans des grands surpoids ou en obésité et le mari, lui, dit « mais moi ça ne me gêne pas ». Et la femme, tout d'un coup, se dit « mais finalement, ça n'appartient qu'à elle ». C'est terrible parce que finalement, l'homme ou les enfants disent « mais moi ça ne me gêne pas si maman elle a du poids en plus ». Et c'est la femme qui réagit très mal à ce point face à toute cette dictature autour. Je remarque aussi, et là c'est quelque chose d'impressionnant lors des consultations, je suis arrivée vraiment à une statistique qui est
impressionnant. C'est-à-dire que ce corps qui grossit, on peut imaginer que le poids du corps sert à des choses importantes. Si je dis à une personne, voilà, votre poids, je l'enlève, je le mets dans un sac poubelle, tout ce poids que vous détestez, et puis j'emmène ce sac poubelle à la déchetterie, et je jette tout votre poids. Vous êtes d'accord? Oui, oui, je veux plus de ce poids, je veux m'en débarrasser, je veux mincir, je veux maigrir, on le met à la déchette. Ok. Et juste avant de jeter ce sac poubelle, je dis, est-ce qu'il y avait une chose utile dans ce poids pour vous? Et à ce moment-là, souvent les femmes me disent, finalement oui. Ce poids servait à quelque chose d'important. Ce poids servait à me protéger, ce poids servait à prendre ma place. Plus je grossis, plus on me voit, parfois sur un système familial où je n'ai pas eu ma place, où j'ai eu à m'imposer, à me battre pour prendre ma place. Eh bien, au moins, on me voit. Et là, j'ai effectivement ma place. Il sert également à se protéger du regard de l'autre, et notamment des prédateurs. J'ai beaucoup de femmes, et je vais vous donner un chiffre qui m'a vraiment impressionnée quand j'ai préparé cette conférence. 15% des femmes qui viennent dans mon cabinet ont été victimes d'abus sexuels, d'attouchements. C'est un chiffre impressionnant, énorme, et ce poids du corps, à ce moment-là, sert vraiment à se protéger, à protéger son appareil génital, parce qu'on grossit surtout sur la paroi abdominale, et finalement, je ne suis plus regardée comme un être de désir, et je repousse le prédateur. C'est un chiffre impressionnant, mais en tout cas, il est bel et bien là. Voilà, je ne suis pas une grande oratrice, j'ai fait court. Je voulais savoir si vous aviez des questions, si ce que je vous ai dit résonnait en vous, si ça vous parlait, si vous avez des questions. Je mets aussi beaucoup en place l'hypnose, surtout pour réduire justement les phases de boulimie, de pulsion alimentaire. L'hypnose là est vraiment très positive. Alors encore une fois, l'hypnose c'est pas magique, ça enlève pas du tout à 100%, mais ça permet au lieu d'avoir un grand pic comme ça sur une boulimie ou une hyperphagie, de faire une petite courbe, et justement là on peut avoir une alimentation qui a plus de sens finalement pour le corps. C'est quoi l'hypnose? C'est l'hypnose ericksonienne, ouais. C'est pas l'hypnose de spectacle. Je voudrais dire aussi quelque chose, pardon, c'est que parfois, on n'est pas forcément gros, justement, on parle de boulimie, mais en fait, le corps, il mange, admettons, on mange, il gère, et du coup, il déclenche une maladie ou autre chose. Voilà, alors, par exemple, le diabète. Voilà. Alors, le diabète, c'est quelque chose qui se gère bien aussi avec l'hypnose. Enfin, on ne le souhaite pas du tout, hein, mais on peut apaiser cet état émotionnel. Et effectivement, on a aussi, moi j'ai des personnes qui ne sont pas du tout en surpoids, mais qui sont victimes de ces pulsions alimentaires, de cette hyperphagie. Et effectivement, ça, on peut vraiment l'apaiser et le retraduire sur une émotion. Pourquoi à ce moment-là j'ai besoin de cette alimentation? Pourquoi ça va m'anesthésier à ce point? Et pourquoi derrière je vais avoir une telle culpabilité? Et pourquoi je me dis, demain, j'arrête? Et c'est faux. Demain, je continue. Vous dites que vous travaillez sur les émotions. Oui. Mais quelles émotions? Donc, les émotions, qu'est-ce qui me fait peur? Quelles sont... alors, en état de stress, déjà, ça c'est sûr que je vais avoir des hyperphagies importantes. Le stress, alors il y a des gens, quand ils ont une période de stress importante, ils ne vont pas du tout manger. Et puis des personnes, au contraire, sur une période de stress importante, ça va être vraiment presque une douleur. Et finalement, cette nourriture m'apaise, me permet aussi de me concentrer, mais en tout cas, souvent anesthésie mes émotions. Donc ça, les émotions, on va beaucoup travailler dessus en cabinet. La colère, la tristesse, la peur, ces trois émotions qui finalement sont toutes, peuvent avoir une origine commune, mais qui ne sont pas traitées, qui ne sont pas bien digérées, et finalement la peur, la colère, la tristesse, si on en connaît l'origine, si on accueille cette émotion, finalement on va aussi comprendre pourquoi on avait besoin
d'apaiser à ce point cette douleur-là. Voilà. Je vous remercie. Dites-moi. Du coup, en fait, l'hypnose vous permet de remonter à la source de la douleur. Vous avez parlé de... Alors, soit l'hypnose permet de remonter à la source de la douleur, si la personne en est consciente. Si la personne a refoulé ses souvenirs, on peut effectivement faire avec l'hypnose ce qu'on appelle une régression en âge et aller au-dessus de cette souffrance en étant très prudent toujours, parce qu'une souffrance qui est refoulée ou un déni, il ne faut pas y aller forcément. Donc, quelque part, vous y allez, mais de façon plus subtile. Très, très, très doucement, très subtilement. Encore une fois, l'inconscient fera remonter ce qu'il veut. Hein, il ne va pas forcément tout ouvrir. Mais l'hypnose, donc, soit peut aller chercher la source et l'apaiser, soit peut juste apaiser le fonctionnement mécanique. J'ai une pulsion alimentaire, je fais de la boulimie, je n'ai pas forcément envie d'aller chercher la source. J'ai juste besoin d'apaiser ce côté mécanique. Donc vous arrivez à traiter de façon mécanique sans forcément que ça ressurgisse. C'est possible? Oui. C'est-à-dire que quand on a une souffrance intense, je pense notamment à des patients qui ont eu justement, qui ont subi des attouchements sexuels, il est hors de question d'aller vérifier ça. Hein, on ne va pas du tout aller sur cette scène-là. Même en hypnose, il faut être très prudent. L'hypnose, c'est un outil puissant. Donc si elles ont rangé elles-mêmes cette scène-là, si elles l'ont rangée, si elles ont dit « Ok, moi je veux vraiment plus aller voir, je sais que ça a existé », on ne va surtout pas aller là-bas. On va juste dire « Voilà, ça a déclenché tel déséquilibre et nous, on va gérer uniquement le mécanisme. » Ça va traiter en profondeur l'apaisement au niveau de cette scène. Et vous traitez uniquement par une hypnose ou est-ce que vous servez aussi par une olfactothérapie ou des choses qui peuvent aider? Alors moi je suis praticienne de la relation d'aide en fait. Donc non, je vais pas traiter, je vais traiter ça plutôt en thérapie, en psychothérapie. Mais oui. Tout le monde n'est pas réceptif à l'hypnose. Oui. Alors c'est déjà quand on vient au cabinet pour faire une séance d'hypnose, on ouvre déjà une possibilité d'être réceptif. Mais effectivement, on n'est pas tous réceptifs à l'hypnose. Et l'hypnose encore, c'est pas une histoire de profondeur. Il y a des gens qui vont être qui vont rentrer presque dans une transe hypnotique. Et puis des gens qui vont rester juste à la surface du bocal de l'hypnose. C'est pas ça qui va générer la réussite de l'hypnose finalement. Vous avez des gens qui ont une immense capacité de visualiser, de s'imaginer un paysage, etc. Alors ils vont rentrer en profondeur. Et d'autres qui ont moins cette capacité d'imagination, qui vont avoir plein de pensées qui vont arriver, peu importe. C'est pas la profondeur qui génère la réussite en hypnose. Avez-vous des questions particulières? Oui. En général, quand vous faites c'est difficile comme question, mais en général, vous suivez quelqu'un par l'hypnose et peut-être la psychothérapie. Ça ne doit pas être évident de répondre, mais combien de temps en général quelqu'un... Alors oui, c'est pas évident de répondre, mais finalement c'est assez court. Finalement, cette aide-là, on n'est pas sur de l'analyse, on n'est pas sur une relation analytique. Donc finalement, le passé est un socle, le passé est important, mais on va être surtout tourné sur le futur. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour avancer? Donc finalement, il faut, je vais vous, environ un trimestre suffit pour déjà perdre une dizaine de kilos et puis être mieux dans son corps, s'aimer à nouveau, aller chercher des ressources importantes à des moments de la vie où on était bien, les ramener dans ce présent et puis surtout avancer. Donc c'est finalement assez court. Ça ne marche pas à tous les coups, je suppose. À combien vous estimez votre réussite par rapport à votre patient? À 100%.
Honnêtement, à 100%, j'ai jamais eu un patient qui n'a pas perdu de poids, parce que finalement, c'est pas forcément. Il y a des séances où on ne va pas parler du poids. Il y a des séances où on ne va pas se peser pour pas être sur ce chiffre. Il y a des séances où on va uniquement parler. Vous ressentez quoi? Est-ce que quand vous enfilez votre jean, vous avez l'impression que vous flottez un petit peu dedans? Est-ce que vous avez réussi des choses cette semaine? Est-ce que vous êtes plus en confiance avec les autres? Il y a des moments où on ne parle pas du tout du poids, parce que finalement, c'est pas ça le départ. Mais oui, 100%, et c'est vraiment une réalité. Ouais. Et ça s'inscrit dans la durée. Oui, voilà, ça s'inscrit dans la durée. C'est une super question. C'est une super question parce que sur un régime, ça ne s'inscrit pas dans la durée. Parce qu'on va reprendre le poids, l'émotionnel n'est pas traité lors d'un régime finalement. Alors que là, on valorise, on met en lumière vraiment l'émotion, l'émotionnel et puis tous les schémas qui nous collent à la peau et qui sont lourds à porter. Alors il y a les devoirs. Les devoirs, voilà. Souvent il y a des devoirs. Justement sur les réussites, les petites réussites personnelles. Là je ne parle pas de monter sur la balance et de voir le poids qui descend, mais souvent, oui, il y a des petites choses à faire dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent. Qu'est-ce que j'arrive mieux à faire? Est-ce que je suis arrivée à parler de mes émotions? Est-ce que je suis arrivée à dire mes besoins, mes envies? Est-ce que je suis arrivée à dire non? Est-ce que je suis arrivée à parler à ma mère? Est-ce que je suis arrivée à dire à mon frère que... Et tout ça dans une infinie douceur, on y va vraiment à tout petit pas. Mais toutes ces petites réussites font partie du changement. Et pour répondre à votre deuxième question, sur 2 séances par mois pendant un trimestre, beaucoup de choses sont résolues sur le long terme. Je vous fais une petite chorégraphie. Chez les hommes, la problématique. Alors chez les hommes, la problématique est la même si le regard de l'épouse, de la compagne ou des copains ou de l'entourage pousse à aller faire un rendez-vous. Souvent l'homme, s'il a un petit peu de poids, c'est pas gênant. Enfin, il ne va pas être dans un ressenti négatif. On va trouver peut-être plutôt... on va en rire. Ah, c'est mignon, t'as des petits polis d'amour, c'est joli, c'est rond, c'est... J'ai peu d'hommes dans mon cabinet, ou alors s'ils sont là, ils sont poussés par leur femme. Pardon ? Voilà, ça ne veut pas dire qu'ils le vivent bien. Ceux qui viennent au cabinet, c'est qu'effectivement, au niveau du sport, ils ont besoin de maigrir, mais il n'y a pas forcément quelque chose d'ancré. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà. Là, tout à fait. Les jeunes garçons, et même au collège, là, on est en train de récupérer la souffrance des jeunes filles. Ouais, c'est... Les pantalons, ils sont comme ça, mais également, il faut être... On arrive à nouveau à une dictature de l'image chez le jeune garçon. Ouais, de plus en plus. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que vos techniques s'apparentent à, on dirait, une psychothérapie cognitivo-comportementale? Voilà, puisqu'on va aller mettre en évidence tout ce qui est ancré, alors les mauvaises habitudes, et puis aussi les bonnes, mais en tout cas tout ce qui peut être aussi du domaine de par exemple de la mémorisation. Mémoriser les aliments qui nous font du bien. Ça, c'est des choses qui peuvent être particulièrement évincées. Oui, je parlais plus modification du comportement. Par exemple, vous avez fini, on rentre au travail, on est fatigué. Eh bien,
l'antidote à la fatigue, c'est pas se jeter sur un carreau de chocolat. C'est Mais- se reposer et se relaxer. Oui, mais pourquoi pas accéder au carré de chocolat aussi? Oui, Si c'est une envie importante, non, mais bien souvent, c'est pas une envie importante. C'est l'antidote au stress. C'est l'antidote à je suis énervé, donc. alors, en plus, le sucre est considéré comme une récompense. Hein, ça, on le voit avec nos enfants, quand ils ont mal, quand ils sont petits, quand ils sont tombés, quand ils ont une douleur, on va offrir un bonbon, un gâteau, une sucette, il est considéré ce sucre comme une récompense. Alors effectivement, quand on arrive du travail, qu'on est fatigué, on met aussi en face une récompense. Je me récompense de cette grande journée. Mais effectivement, on peut aussi changer cette vieille habitude en disant j'ai besoin juste de respirer, de m'allonger, de faire une respiration abdominale, de contrôler ma respiration et puis de laisser passer finalement cette envie. Tout à fait. Et le résultat est probant parce que moi j'ai eu des cours en fait du travail de me jeter sur un peu de bouffe, n'importe quoi. Bon, ça me, comment dirais-je, ça soulage et puis après c'est pire. C'est pire le résultat. Alors ça dépend, oui ça peut être pire, mais il y a aussi des gens qui... pourquoi on annulerait finalement ce petit goûter là s'il fait du bien, s'il n'a pas énormément de calories mais qu'il est agréable, c'est aussi possible. C'est pas négatif de prendre cette petite alimentation quand on rentre du travail. Ça peut être des conséquences avec une prise de poids, par exemple. Vous avez beaucoup parlé de ça. On peut aussi... j'ai du mal à annuler. Voilà, j'ai du mal à l'annuler parce que pour moi derrière c'est une émotion et je me dis finalement pourquoi pas réduire cet apport d'aliments mais en ayant quand même une notion de plaisir. Le plaisir finalement, même si je m'allonge et que je respire et que je mets une musique douce, peut-être que c'est un plaisir très important et peut-être que ça me permet de canaliser mes émotions, mais pourquoi pas se dire effectivement, si je prends un carré de chocolat et un morceau de pain avec un petit peu de jambon, peu importe, ça me fait aussi du bien et peut-être que ça... Tout est dans l'excès, c'est l'excès qui est difficile. J'entends bien, on peut remplacer le carré de chocolat par Alors là, si on est sur l'addiction, voilà. Voilà, si c'est sur une addiction à ce moment-là, on est très prudent, ça ne déclenche pas autre chose derrière. Le doser dans l'excès. Exactement. C'est comme sur l'arrêt de la cigarette. Les gens, quand ils arrêtent la cigarette, ils disent et finalement, j'en fais quoi de mon geste qui sera toujours là et je vais mettre quoi à la place? Ça, c'est la question qui est souvent là. Qu'est-ce que je vais mettre à la place quand j'aurai plus mon carré de chocolat, mon verre de whisky ou ma cigarette? Je mets quoi à la place? C'est là où on va effectivement apprendre à être plus en amitié avec soi-même et à bouger les schémas, à casser les schémas, modifier le comportement. On arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite un très beau dimanche.